Bonjour Emmanuel Durand. Bonjour, merci de votre invitation. Je vous reçois aujourd'hui pour évoquer la parution de votre livre publié aux presses de Sciences Po qui s'intitule « La menace fantôme, les industries culturelles face au numérique ». Alors cet argument du numérique qui ne va pas tuer la culture, on l'entend souvent, mais il a d'autant plus de force dans votre livre que vous êtes ce qu'on pourrait dire un insider puisque vous travaillez pour Warner Bros. Vous êtes plus précisément vice-président marketing de Warner Bros. France et Benelux. Alors vous rappelez dans votre ouvrage que le numérique ouvre des opportunités, que c'est l'ère de la co-création, du brouillage de frontières entre producteurs et consommateurs. Alors dans ce contexte, comment une entreprise traditionnelle comme Warner par exemple peut-elle créer, capter de la valeur? Eh bien c'est justement parce que le chemin n'est pas du tout aisé que j'ai eu envie d'écrire ce livre afin de l'insérer dans un débat plus large sur qu'est-ce que doit devenir notre rôle. Comment peut-on préserver effectivement nos valeurs et notre valeur dans un monde qui devient de plus en plus mouvant et dont on semble deviner que le changement va devenir la norme. Et la réponse première, c'est l'agilité. Ce qui a fait la force des entreprises historiques avec un volant d'activité très important, etc., peut dans des moments comme ça devenir un inconvénient, où finalement la taille devient une gêne pour pouvoir adapter rapidement des business models qui sont changeants, etc. Oui, parce qu'on a l'impression que ces entreprises sont plutôt sur les stratégies défensives actuellement. Ou non, en fait. C'est vrai qu'on peut voir de manière simpliste les nouveaux entrants comme les attaquants, entre guillemets, et les entreprises historiques comme des défenseurs, mais on s'aperçoit que lorsque ces entreprises historiques commencent à jouer avec les règles de ce nouveau monde, qui sont effectivement souvent les règles qui sont mises en œuvre par les nouveaux entrants, eh bien, ils ont des résultats qui sont du même ordre en fait, que ces nouveaux entrants. Donc il n'y a pas... en fait, c'était un peu le propos du livre, en fait, c'était de sortir un peu du fantasme par rapport à ces nouveaux entrants, de penser qu'ils possèdent des super pouvoirs dont nous serions, nous, dépourvus. Et donc, c'est plutôt pour expliquer... c'est un témoignage de praticien, en plus. J'ai essayé d'être illustré pour voir vraiment, sur le terrain, en fait, quels sont les outils qui sont mis en œuvre, ou qui sont en tout cas les règles, quelles sont les règles qui sont aujourd'hui celles de ce monde numérique, pour ne pas le citer, de manière à ce qu'on puisse, nous, en les utilisant, finalement avoir le même type de résultat. Et alors, on va parler des artistes un petit peu aussi. Comment les inciter à créer? Comment les rémunérer? Comment est-ce que vous réagissez quand vous voyez Thom Yorke, par exemple, le leader du groupe Radiohead, se retirer de Spotify en expliquant qu'il ne peut pas gagner sa vie avec quelques centimes par écoute? Oui, c'est vrai que... dizaines d'écoutes même. Même par centaines. Même centaines, oui. C'est vrai que la caractéristique malheureuse d'une disruption, comme la musique en souffre aujourd'hui, c'est avant tout une énorme perte de valeur. Et cette perte de valeur, en fait, on peut faire en sorte que cette courbe soit plus réduite dans le temps si jamais, justement, les entreprises historiques réagissent plus vite pour développer de nouveaux business models. Mais ce que j'ai observé, moi, à l'époque, dans la musique, quand j'y travaillais, c'était effectivement une approche de ces nouveaux mondes assez défensive, assez judiciariste, on va dire, en disant Internet, c'est le Far West, on ne veut pas y aller, etc. Alors, Spotify, je rappelle simplement que vous avez travaillé pour Sony et Universal. Musique, oui, tout à fait, dans une ancienne vie. La problématique de Spotify est liée à une nouvelle répartition de la valeur qui doit se négocier de gré à gré entre les différents intervenants. Je ne sais pas si ce sont les artistes qui ne sont pas suffisamment payés ou les maisons de disques qui ne redistribuent pas suffisamment de cette valeur, etc. Mais je trouve le propos un peu étrange dans la mesure où on ne demande pas, par exemple, à ce qu'un passage radio soit aussi rémunérateur pour un artiste qu'une vente d'un CD ou d'un MP3, par exemple. C'est un usage qui est différent, l'usage de l'abonnement à ces... C'est une consommation en bouquet, en plateforme. Exactement. Et sur ce point-là, en fait, une des réponses, c'est d'essayer de renforcer le plus possible le lien entre l'œuvre et le spectateur ou le consommateur. Plus ce lien est fort, plus le spectateur est prêt à s'investir et donc possiblement à dépenser plus d'argent. Donc avec moins d'intermédiaires. Avec peut-être pas c'est pas une question d'intermédiaire, c'est une question d'affect. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous pouvez avoir autant d'intermédiaires que vous voulez quand vous allez consommer, par exemple, Le Hobbit, qui est un film qui sort là chez nous, le 3e volet.
On sait qu'on a des bases de fans qui sont très actives, qui sont très engagées, etc. La notion d'intermédiaire n'intervient pas pour eux. Leur amour ou Leur affect. Oui, ou leur émotion, en tout cas, est intacte et elle se vit pleinement par rapport au film. Alors vous rappelez que jusqu'à présent, les entreprises culturelles ont plutôt raté leur stratégie d'innovation, par exemple avec une course au format Blu-ray, 3D, Ultra HD, qui n'était pas forcément dans les attentes des consommateurs. Alors comment expliquer ce fossé entre ces stratégies d'innovation et les attentes des consommateurs? Parce qu'il y a une méconnaissance totale de ce qu'est l'innovation. Oui, il y a deux types d'innovation. Une innovation qui vise à améliorer la qualité d'un produit, et donc toutes les entreprises font ça de manière très efficace. C'est donc une montée en gamme successive et effectivement l'amélioration de la qualité d'images par exemple qu'on propose depuis la VHS, DVD, Blu-ray, etc., 4K maintenant. À partir d'un moment, on propose des innovations qui ne sont plus nécessairement en phase avec les attentes des consommateurs, ou plus exactement, ce ne sont plus des innovations qui vont être déterminantes dans les choix des consommateurs pour acheter leurs produits. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, tous les consommateurs sont équipés d'écrans plats, de télé haute définition, et pour autant, un dixième seulement de ces mêmes consommateurs se sont équipés en lecteur Blu-ray. C'est étrange, si on considère que c'est la qualité ultime de l'image que les gens cherchent. En fait, on s'aperçoit que là où on n'a pas répondu aux besoins du consommateur avec le Blu-ray, c'est sur l'échange, c'est sur le partage, c'est sur la capacité à le voir sur de multiples écrans. C'est peut-être un peu plus de praticité que les gens vont chercher aujourd'hui. Et il y a des nouveaux entrants qui vont attaquer le bas du marché, avec des offres généralement à faible coût, que nous, entreprises historiques, n'allons pas naturellement chercher, puisqu'elles vont amoindrir nos marges. Oui, justement, est-ce que ces attentes des consommateurs ne sont pas dominées par le prix bas, voire même la gratuité? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Non, non. Une partie de ces consommateurs-là vont tenter d'optimiser au maximum effectivement leurs transactions pour payer le moins possible. Aujourd'hui même, dans le monde physique, de la vidéo physique par exemple, on s'aperçoit qu'il y a un mode de consommation qui est extrêmement porté par une recherche promotionnelle de la meilleure affaire. À côté de ça, il y a quand même une notion aujourd'hui qui est portée par tous ces nouveaux entrants et qui est centrale dans l'offre en fait, de tous ces nouveaux entrants, c'est cette fameuse praticité, c'est-à-dire une fluidité de l'expérience utilisateur. Et là où on ne répond pas suffisamment à cette fluidité, c'est quand tout à coup on décide qu'un contenu ne doit pas être disponible d'une certaine période à une certaine période. Tout ce qui est DRM par exemple, c'était une erreur. C'est compliqué de répondre à une question comme ça. Est-ce que vous expliquez, vous expliquez d'ailleurs dans votre livre que le piratage peut participer au succès commercial d'un produit culturel. Alors faut-il abandonner toute lutte contre le piratage? Absolument pas. Non. Je reprends effectivement une citation qu'a faite mon CEO, le patron de Time Warner, en disant que le piratage de Game of Thrones était meilleur qu'un Emmy Award, ces fameuses récompenses sur les séries télé notamment, et en disant que ce qu'il veut dire par là, c'est que nous sommes entrés dans une ère de l'hyper-choix, où finalement, capter l'attention des consommateurs devient extrêmement compliqué dans la mesure où on est constamment bombardé par des stimuli sur tous les formats, les types de contenus, etc. Et donc, réussir à sortir de la tête et des épaules au-dessus du bruit ambiant en étant, tout simplement, en parlant plus fort que les autres, eh bien, c'est un objectif qu'on se fixe en fait en permanence. Et le piratage nous enlève évidemment des revenus, mais participe de ce bruit ambiant, participe de la discussion autour de ces contenus, et donc on perd d'un côté et on gagne de l'autre. Donc oui, il faut continuer la lutte contre le piratage, parce que autrement on n'arrivera plus à vivre. Hein. Clairement, on doit continuer la lutte contre le piratage, et à côté de ça, développer une alternative légale. De manière à ce que les gens puissent consommer, par exemple sur les séries télé, le gros de la consommation de la série arrive lorsque la diffusion aux États-Unis a eu lieu. Le lendemain de la diffusion, généralement, les épisodes sont en ligne, il y a des gens qui les traduisent, etc. Donc la chronologie des médias est dépassée finalement. La chronologie des médias s'applique au cinéma, pas nécessairement à la vidéo, mais dans le cadre des séries télé, ce qui va motiver, on va dire, le piratage, ce n'est pas la transaction gratuite, comme vous me le disiez, c'est la disponibilité. Exactement. Eh bien, Emmanuel Durand, je vous remercie d'être venu présenter les grandes lignes de votre ouvrage, La menace fantôme, les industries culturelles face au numérique. C'est publié aux presses de Sciences Po. Merci d'être venu. Encore merci. Au revoir.